Très bien, bonsoir à tous. Denis Herrero, je suis le directeur opérationnel du campus des métiers des qualifications de la relation client dans la région sud. J'espère que vous allez bien dans ce contexte un peu particulier. Je vous remercie d'autant plus de votre présence. Je remercie d'autant plus la présence de notre expert Jean-Luc Berthier, qui au-delà, je dirais, de ses compétences en l'occurrence sur le sujet qui nous concerne, les sciences cognitives. Il a aussi ce que l'on recherche particulièrement, c'est-à-dire ses qualités humaines et ce cœur. Et ça, je l'en remercie profondément. Écoutez, cette deuxième session du webinaire fait la suite du premier webinaire dédié aux sciences cognitives pour renouveler le quotidien de la classe, qui a eu lieu donc le 12 mars dernier. À la demande des participants, nous avons proposé donc un deuxième webinaire visant spécifiquement à apporter des réponses, puisque vous avez été nombreux à poser des questions via le chat et notamment via un formulaire et un questionnaire qui a suivi. Hop, pardon. Oui. Je vous rappelle juste effectivement que ces webinaires, c'était pour nous aussi surtout l'occasion d'impulser de nouvelles dynamiques de partage et de travail collaboratif, et d'autant plus dans ces périodes de confinement. Ça prend effectivement un relief particulier. C'était également pour proposer d'autres modalités d'apprentissage et de perfectionnement, et notamment en se confrontant à des experts et des regards extérieurs, et notamment issus de la recherche. Et puis ensuite, c'était pour nous aussi le moyen d'avancer individuellement et encore plus collectivement dans la transformation que le ministère entend mener dans la formation. Alors ce webinaire est le 10e depuis le 1er juillet, il totalise 238 participants, vous étiez 56 participants à la session précédente, vous êtes 72 inscrits, vous êtes à ce deuxième webinaire, et pour le moment nous sommes 35 participants. Dernière chose, vous avez tous... oui, je vois. Juste préciser que plusieurs webinaires sont en préparation. Il y a un cycle qui a démarré depuis longtemps et qui se poursuit dans la dynamique, la thématique pédagogie, avec notamment un webinaire que l'on souhaiterait mettre en place rapidement. On va envoyer un sondage dans les jours prochains et qui concerne enseigner à distance, et c'est vraiment l'idée de pouvoir échanger entre pairs par rapport à vos pratiques actuellement, de manière à vous apporter des idées, des pratiques nouvelles, des solutions pratiques. D'autres webinaires sont en préparation également. Un doit être confirmé autour de la dyslexie, parce que c'est vrai que ce sont souvent des questions qui sont posées, que vous nous faites remonter, et notamment le webinaire sur les sciences cognitives en faisait partie, avec notamment Pascal Collet, l'approche par compétences également avec Anne de Mester qui est en préparation. Et puis encore, il y a d'autres cycles qui se préparent dans la thématique professionnelle, et également agriculture. J'en profite pour lancer à la volée un appel à candidature que l'on a fait passer au sein du webinaire, au sein du campus. On aimerait pouvoir compter sur des membres qui ont une passion dans le domaine des arts et des cultures, qui ont une certaine expertise pour certains d'entre eux, et qui souhaiteraient nous accompagner, nous proposer une sorte de guide de musée virtuel, puisqu'il y a un nombre de musées, d'expositions qui sont accessibles, je dirais, depuis notre ordinateur. Voilà, écoutez, sans plus attendre, je donne la parole à Monsieur Berthier. Je l'en remercie vraiment de nouveau, et puis on se retrouve mais pendant le webinaire éventuellement, ou à la fin de son intervention, pour compléter effectivement la lecture de vos questions. N'hésitez pas, encore une fois, à utiliser le chat, puisqu'on s'en servira pour nourrir nos échanges. Merci beaucoup, Monsieur Berthier. Merci Denis, et vraiment pour la qualité, je vous renvoie la remarque de tout à l'heure, c'est tellement agréable et efficace de travailler avec vous. Et puis merci beaucoup à Bruno qui est vraiment d'une aide discrète mais très très efficace. Nous allons donc aborder ce deuxième volet qui est davantage construit en réponse à vos questionnements. Alors évidemment, les questions étaient tellement nombreuses et vastes que j'ai dû opérer un tri, en sélectionner quelques-unes. Ce que je vous propose, c'est de faire un rappel extrêmement rapide
des points de la dernière fois pour faire un lien entre le 12 mars et aujourd'hui. Ensuite, il y a trois thématiques que j'ai sélectionnées qui sont susceptibles d'intéresser le maximum de personnes. C'est celui de la formation, comment vous former, etc. C'est celui de la métacognition qui est un axe qui est en train de monter en charge dans toutes les catégories, pour toutes les catégories d'apprenants, depuis les tout petits jusqu'au post-bac, voire la formation des adultes. Ensuite, j'approfondirai un tout petit peu la question de la formation universitaire, dans quel contexte et dans quelle mesure est-elle susceptible d'être revisitée par les apports des sciences cognitives. Je ferai une toute petite incise au niveau de l'implication de mon organisation dans le cadre de la formation des adultes et en particulier de la démarche qui est en train de s'engager avec le ministère du Travail. Et puis je répondrai très ponctuellement parce qu'il n'est pas possible dans un temps limité de trop développer. Mais je reviendrai quand même sur 3 points. Le premier, c'est celui du ce qu'on appelle le calme mental, avec toutes ses déclinaisons possibles, puisqu'il y a eu plusieurs questions là-dessus. Une réponse extrêmement brève sur la question des intelligences multiples et de neuromythes. Et puis, j'ouvrirai sur la question de la mémoire de travail qui devient une fonction exécutive. Alors donc, merci pour tous vos commentaires. Et nous allons donc faire un tout petit rappel. Le premier, c'est que qu'on ait bien en tête que l'arrivée des sciences cognitives dans le monde de l'enseignement, de la formation, de l'apprentissage, de la pédagogie, permet aux formateurs, aux enseignants, d'adopter une posture un petit peu nouvelle, qui est d'être très exigeant sur la rigueur des connaissances. Le cerveau a son fonctionnement, il est comme ça, on commence à le découvrir, la connaissance est géométrique, exponentielle, et donc il n'y a plus de raison d'occulter ces connaissances, et donc il faut les prendre en compte pour améliorer la qualité, la performance de l'enseignement, à la fois sur le plan de l'acquisition, mais aussi sur le plan de la représentation que l'apprenant a de son statut d'apprenant. Ça, c'est tout à fait important. Deuxièmement, cette nouvelle posture va exiger une formation beaucoup plus importante sur le volet pédagogique, cognition, etc. La troisième, c'est que le passage du laboratoire à la classe pose toujours problème, parce que si les laboratoires fourmillent de connaissances, de documents, d'articles, d'études, etc., ils sont très très pointus, mais il y a un gouffre entre ces connaissances et puis l'application, la déclinaison très concrète sur le terrain de la formation. Donc il s'agit de passer du laboratoire à la classe et pour l'instant, il y a très peu d'organisations, d'initiatives dans ce sens, d'où le développement de l'organisation que j'ai le plaisir de piloter. Donc il s'agit d'inviter les enseignants, les formateurs à se passer dans une posture un petit peu méthodologique, scientifique. J'ai connaissance des appuis sciences cognitives. Je tente l'introduction d'une modalité pédagogique. Nous en proposons, nous, actuellement une cinquantaine. Ensuite, je regarde ce qui se passe au niveau des élèves, je collecte des observations et c'est cette moisson d'informations que nous essayons de traiter pour les faire remonter afin de diffuser beaucoup plus largement ces expériences. Donc, ça invite les enseignants, non pas à devenir des chercheurs parce que chacun son rôle, mais en tout cas de prendre une part un peu active, implicative dans ce qu'on appelle désormais la recherche-action. Il est bien clair que le contact que nous avons, nous, avec d'une part les autorités du ministère, les rectorats, les directions académiques, etc., et d'autre part avec le monde de la recherche, il est nécessaire d'avoir une interaction entre ces trois grandes catégories de personnes, les institutionnels d'une part, la recherche d'autre part et le terrain. Et donc cette avancée, cette progression se fait à la fois du haut vers le bas, c'est-à-dire qu'il est bien évident que nous devons, le terrain, faire remonter ce qui se passe auprès de nos institutionnels pour arriver à modifier un petit peu le cadrage, les cadres, les textes officiels, et d'autre part,
C'est bien, donc il y a du haut vers le bas, mais il y a du bas vers le haut, et le rôle de la mission que notre organisation s'est fixée, c'est bien d'être à l'interface. Donc ça, je voulais le rappeler. Ensuite, rappeler que notre organisation s'occupe des 5 grands axes de la cognition, c'est-à-dire la mémoire, qui est finalement très synonyme de l'apprentissage. On pourrait presque dire que apprendre, c'est mémoriser, c'est apprendre, parce que la mémorisation implique un très très grand nombre de fonctions cognitives qui lui sont donc associées. La deuxième, c'est la compréhension. Qu'est-ce que comprendre? Comment comprend-on? À quelles conditions comprend-on? La troisième, c'est la fonction exécutive de l'attention, qui est le levier majeur pour exécuter une tâche correctement. La quatrième, c'est l'implication, surtout depuis que l'on connaît la nature prédictive et probabiliste du cerveau. Et enfin, la métacognition qu'on abordera un tout petit peu tout à l'heure. Rappeler que notre organisation, même si elle se préoccupe des besoins spécifiques, actuellement ne porte pas en public, dans les conférences ou les ateliers ou les formations, les thèmes de tous les besoins spécifiques, les 10, les troubles de l'attention, les hauts potentiels, etc. Alors, il est nécessaire de s'en occuper, on s'en occupe, les émotions, etc. Mais actuellement, nous n'en parlons pas. Il y a eu pas mal de questions là-dessus et je pense qu'il y a actuellement des experts beaucoup plus confirmés que nous pour pouvoir en parler et apporter des solutions pertinentes. Donc, savoir qu'actuellement, nous travaillons sur entre 40 et 50 pistes pédagogiques qui qui sont affinées, qui sont proposées par les enseignants qui travaillent dans notre sillage et qui vont bientôt être précisément déposées sur le site. Je vais vous en reparler après. Alors, la première ouverture pour aujourd'hui, c'est celle de la formation. Nous disions tout à l'heure qu'on ne peut pas envisager d'ouvrir les pratiques enseignantes euh, à à des connaissances issues des sciences cognitives sans une formation. Alors, je me suis permis, puisque nous sommes dans l'Académie d'Aix-Marseille, d'indiquer pour le premier degré le nom et l'adresse mail d'Isabelle Ross, et j'ai vu qu'elle était inscrite dans un prochain webinaire. Bravo, c'est vraiment une ressource précieuse avec qui je travaille depuis des années et auprès de qui les enseignants du premier degré peuvent se tourner pour avoir des renseignements, les formations possibles, les expériences qui sont conduites, etc. C'est vraiment une grande professionnelle de cette affaire, très impliquée, voilà. Alors, en ce qui concerne le second degré, c'est plus compliqué. Je vous rappelle que dans les rectorats, il y a toujours évidemment des organismes dédiés à la formation. Je crois que c'est DAFPIC pour vous. Il n'y a pas obligatoire, il n'y a pas forcément de thématique inscrite au PAF autour de neurosciences et pédagogie ou sciences cognitives et pédagogie, etc. Notre objectif, c'est d'arriver à couvrir de plus en plus d'académies qui permettent de former des formateurs. Donc, on en a parlé tous les deux avec Denis Herrero tout à l'heure. Donc, moi, je souhaiterais vraiment que sur l'académie, il y ait des collègues qui soient habilités formateurs et qui puissent conduire des fils, des formations d'intérêt local dans les établissements ou dans les districts. C'est vraiment, ça devient de plus urgent. Ce maillon nous manque. Il nous manque le maillon des formateurs susceptibles d'intervenir en établissement ou pour des zones géographiques un peu limitées. Et il nous manque également tout le système de l'accompagnement. Actuellement, c'est un souci. Moi, ce que je vous conseille, c'est si vous souhaitez aller plus loin et surtout passer au concret, je crois il conviendrait d'interroger le service académique qui est chargé de ces formations. Alors, si on ne bénéficie pas de telles formations, en tout cas actuellement, il y a bien sûr l'auto-formation. Alors, notre site qui est énormément visité, plusieurs centaines de fois par jour, est en train de se restructurer et je voulais vous le présenter un peu en détail parce que là, vous allez pouvoir y trouver, je l'espère, des ressources qui vous conviennent. Donc, je vous en ai rappelé l'adresse https
science-cognitive.fr. Et actuellement, il est en train de se reconstruire profondément. Et je dirais que cette opportunité du confinement nous a conduit à consacrer un mois entier à la restructuration complète pour pouvoir mettre à votre disposition le maximum de ressources que vous souhaitez. En gros, nous allons disposer de au moins 3 paquets de cartes. Le premier, ce sont les fiches théoriques. Vraiment pouvoir consulter des fiches théoriques fiables sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir, penser, voilà, vous informer pour pouvoir servir d'appui à ce que vous allez faire après. Il y a l'entrée des pistes pédagogiques qu'on est en train vraiment de réécrire complètement pour qu'elles soient actualisées, précises, aussi proches que possible de vos besoins. Et nous sommes en train de construire une entrée par situation de classe, parce que dans le fond, c'est comme ça que vous avez envie d'arriver. Je constate que les élèves manquent de capacité attentionnelle. Je ne sais pas trop comment faire pour qu'ils mémorisent mieux, etc., etc. Donc, on identifie une trentaine de situations très pratiques de classe qui vous ensuite sont reliées aux pistes pédas pertinentes et aux fiches théoriques nécessaires. Et puis, parallèlement avec la société Didasque qui s'intéresse beaucoup à la formation, on est en train de construire un parcours de formation basé sur le principe de l'erreur pertinente qui devrait vous permettre, de module en module, de pouvoir vous former. Donc vraiment, je voulais vous signaler cela parce que ce travail, c'est pour vous. Et c'est un travail considérable, donc je vous demande d'avoir, s'il vous plaît, la gentillesse, la bienveillance d'attendre environ 6 semaines. Je pense que nous aurons beaucoup avancé. Et dans 6 semaines environ, cet outil devrait pouvoir être au moins partiellement opérationnel. Et puis on y trouvera une bibliographie fiable, c'est-à-dire un ensemble d'ouvrages, mais surtout pour chaque thème, des références à quelques articles de fond de chercheurs qui font vraiment référence dans le domaine. J'ai eu plusieurs questions à propos de la cartographie des coniclasses, c'est-à-dire j'habite dans l'académie d'Aix-Marseille, je voudrais savoir s'il y a un collègue ou des collègues proches qui tentent ce genre d'expérience, comment faire. Alors c'est vrai qu'on y pense très fort, mais devant l'ampleur de la tâche, on a différé cette affaire-là, parce que comme je vous le disais la dernière fois, on a à peu près 4000 classes, et c'est un travail gigantesque d'essayer de construire une cartographie. L'idée est derrière nous, mais pour l'instant, je suis vraiment navré de dire que nous ne pouvons pas actuellement fournir ce travail-là. Ça se fait de proche en proche, par voisinage. Bref, pour l'instant, on bricole un peu. Je voulais vous montrer le travail de réécriture que nous sommes en train de construire. Donc, il y a 26 fiches. Bon, on ne va pas les passer en revue, mais c'est pour vous montrer que nous sommes en train de couvrir à peu près toutes les thématiques de l'apport possible des sciences cognitives dans l'apprentissage. Ça va du concept de l'attention au sommeil, la motivation, le style motivationnel des enseignants, la mémoire de travail, etc., etc. Donc tout ça, normalement, dans 6 semaines, devrait être à votre disposition. N'hésitez pas, Denis, à m'interrompre si nécessaire. Alors sur le site, il y aura bien sûr un côté opérationnel très fort. Il existe déjà, donc c'est tout simplement un rappel de tous les petits dossiers que vous pouvez trouver pour monter un projet Coniclass, parce que là encore, il y a eu plusieurs questions. Donc c'est très simple, vous pouvez explorer tous ces outils, vous pouvez essayer, décliner tout ça à votre mesure. Et puis, je vous signale que je reste à votre disposition pour des échanges individuels. Je vous donnerai tout à la fin mon adresse mail pour pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas, vraiment, c'est tout à fait dans l'esprit de notre travail. Alors maintenant, nous allons aborder quelques points très précis correspondant à plusieurs questions qui ont été posées. Tout d'abord, au-delà de la classe terminale du secondaire, est-ce qu'il y a des possibilités de modifier l'enseignement au niveau supérieur et universitaire? Je ne parle pas des classes préparatoires qui ressemblent un peu dans leur structure aux classes du lycée, mais je parle de l'enseignement universitaire.
Alors, nous travaillons dans ce sens, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des difficultés structurelles. Le cadre est extrêmement fort, en particulier avec l'organisation en cours magistral, avec un très très grand nombre, parfois plusieurs centaines d'étudiants, qui nécessite de réfléchir à comment peut-on intégrer des éléments de sciences cognitives pour une pédagogie en très grand nombre. Alors, c'est possible, mais c'est très compliqué. Ensuite, il y a la structure TD-TP en plus petits groupes où là, la manière d'enseigner est très, très, très différente selon les disciplines et selon les personnalités des enseignants. Le problème aussi que nous rencontrons, c'est que les enseignants sont très isolés. Il n'y a pas cette notion d'équipe pédagogique ou très peu, comme on pourrait la rencontrer dans le secondaire. Donc c'est extrêmement difficile de trouver une cohérence au niveau de l'innovation pédagogique, des techniques pédagogiques. J'ai fait un sondage depuis le 12 mars auprès d'étudiants qui m'ont dit que globalement, ils trouvaient que la qualité de l'enseignement, alors permettez-moi de le dire, hein, ne correspondait pas à leurs attentes. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois l'impression de perdre leur temps dans les cours magistraux et de ne pas avoir assez d'efficacité, d'appropriation dans les cours de TD, etc. Donc il y a visiblement une insuffisance, un manque, quelque chose qui ne va pas. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on a des enseignants-chercheurs pour qui la pédagogie n'est pas forcément la première priorité, parce que les routines sont très très ancrées. On fait comme ça et on ne s'interroge pas trop à revisiter les techniques. Alors donc ça c'est un constat qui n'est pas très positif pour le moment. Cela dit, il y a des ouvertures. L'évolution est possible, mais elle est difficile. D'abord, il y a des systèmes qui fonctionnent un peu différemment. Par exemple, l'enseignement universitaire que j'ai la chance de connaître un petit peu permet d'avoir des techniques de TD qui sont très différentes des nôtres. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi faire de la renversion pédagogique, on peut aussi faire des ateliers ILO, etc. Tout ça, c'est possible. Donc ça, c'est une ouverture tout à fait intéressante. Actuellement, ce qu'on est en train d'observer, moi je connais surtout l'université de la Sorbonne, c'est que l'effet du confinement qui semble durer et qui fait suite à une réforme, à des grèves qui se sont prolongées dans le milieu universitaire, a fait que beaucoup d'enseignants se sont découverts finalement des possibilités d'enseigner autrement. Donc parfois, il peut y avoir des chocs sociaux, structures, enfin voilà, conjoncturels qui font que on s'interroge sur une autre manière de faire, comment hybrider les formations, comment introduire des implications différentes des étudiants, etc. En tout cas, il y a une prise de conscience très très nette. En tout cas, ces dernières semaines, c'est très clair. Donc, il y a des innovations tout à fait intéressantes. Alors, pour l'instant, je n'en dis pas plus. J'ai eu deux, trois questions sur comment peut-on intervenir, comment peut-on rentrer dans cette affaire. En ce qui concerne notre organisation, c'est encore un petit peu tôt, de la même manière que pour la formation des adultes. C'est-à-dire que nous y travaillons, mais pour l'instant, l'implication de personnes comme vous est pour l'instant un petit peu difficile. C'est pas commode de vous impliquer là-dedans. Alors, je voulais vous dire deux mots sur l'ouverture possible au niveau de la formation des adultes, surtout parce que le campus que Denis anime est porté aussi sur le monde professionnel. Alors, nous avons une activité pour l'instant qui est, comme je le dis dans le dernier item, pour l'instant nous sommes au bord du gué. J'ai été donc contacté par le ministère du Travail, le cabinet de Madame Pénicaud, pour voir comment on pourrait rendre la formation des adultes plus efficace. Donc il y a une vraie réflexion là-dessus. Je travaille également un petit peu avec l'AFPA, la formation de l'ensemble des écoles de l'armée, et puis d'autre part avec le milieu associatif, on est en train de voir comment on pourrait obtenir une certification pédagogique de la part des formateurs. Qu'est-ce qu'il faudrait bouger? Comment pourrait-on les former sur ces choses élémentaires qui relèvent de la cognition? Voilà. Alors, il y a une immense variété, une immense diversité des compétences pédagogiques. Pour l'instant, ce qu'on observe, c'est que le déficit est très grand, c'est-à-dire qu'on a de très bons professionnels, mais qui enseignent, qui forment un petit peu à l'intuition. Et ça, c'est un petit peu dommageable. Donc, je voulais vous dire que nous sommes très impliqués là-dedans, que c'est effectivement compliqué parce que c'est très divers. Les choses sont très diverses.
Alors, abordons la métacognition. La métacognition, nous, on l'a inscrit comme un thème majeur. Alors, c'est toujours pareil, hein. Denis, si vous voulez m'interrompre, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a actuellement, sur ce qu'on vient de dire, des points sur lesquels je pourrais répondre? Non, pour suivre, juste Anne de Mester, qui est de l'INSPE d'Aix-Marseille Université, partagez totalement votre avis. Et comme on est en train de préparer quelque chose autour de l'approche par compétence avec son intervention, je pense qu'on fera des liens effectivement avec ce que vous dites et l'approche par compétence. Elle dit en fait que ça pourrait être un très bon levier. Et dans tous les cas, elle dit également que les choses peuvent bouger, soit par prise de conscience des enseignants ou encore quand l'accompagnement possible et institutionnel. Mais ce que je vous propose, c'est que l'on poursuive et on reviendra sur les questions. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, abordons le thème de la métacognition. Alors, vous savez peut-être que le conseil scientifique piloté par Stanislas Dehaene a mis en place un volet ample sur la métacognition, qui est donc piloté par Madame Proust. Et donc, il y a un rapport très important qui vient d'être écrit. Alors, je ne sais pas s'il a été rendu public. En tout cas, j'étais un co-rédacteur de ce rapport. C'est une dimension de l'enseignement qui est assez nouvelle. La définition de la métacognition, c'est l'ensemble des opérations mentales permettant à l'apprenant, c'est-à-dire lui-même, on revient vers lui-même, qui lui permet de prendre en considération la façon dont il fonctionne pour apprendre, afin d'améliorer son pilotage de la réalisation des tâches. En quelque sorte, on passe de modalités un petit peu injonctives de cadrage prévues par les enseignants ou les formateurs à une mise en responsabilisation, j'allais presque dire de mise en autonomie de celui qui apprend, partant du principe que si l'enseignant, voire l'élève, mais pas simplement le lycéen, mais aussi le collégien, l'enfant du primaire, et on peut descendre très bas, s'il est conscient de la façon dont il apprend, alors il peut rectifier et il peut améliorer son apprentissage, et en plus c'est un levier formidable de la motivation. C'est pour ça que nous nous intéressons de plus en plus à ce volet-là, parce qu'il nous semble fondamental pour le climat de l'apprentissage. Donc l'idée de la métacognition, à la différence de la cognition c'est l'ensemble des connaissances sur le fonctionnement du cerveau, la métacognition c'est la prise en compte par l'apprenant lui-même de ce qui se passe dans sa tête. Et on va donner quelques exemples. Donc c'est la formation du jeune à analyser sans jugement, en quelque sorte, il est son ami critique sur comment il fonctionne, comment il mémorise, comment il oublie, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête qui fait que soit ça marche, soit ce sont des obstacles. Et ça, c'est une sorte de verrou. Alors, je dis pas que je dis pas que c'est une thérapie positive, c'est une thérapie psychologique, etc. Mais il y a quand même un petit peu de ça, comprendre comment on fonctionne. Donc, il y a dans la démarche d'autonomisation et de responsabilisation de l'élève à tout niveau quelque chose qui va créer une espèce d'osmose entre l'élève, le lycéen ou l'étudiant et celui qui forme. Par ailleurs, ce qui est tout à fait important, c'est que c'est une formation de l'individu qui va pouvoir être transférée tout au long de son existence. Et ce qu'on a observé dans les quelques expériences que nous conduisons ou que d'autres ont conduit, c'est que le bénéfice est valable pour tous les élèves. Ceux qui sont naturellement conduits à faire cette espèce d'observation en méta sur eux-mêmes, mais aussi pour les autres, c'est-à-dire ceux qui sont moyens et qui ne savent pas trop comment s'y prendre, et ceux qui sont en difficulté, et peut-être surtout ceux qui sont en difficulté et pour lesquels les accompagnateurs de l'éducation ou de l'apprentissage sont là pour leur apporter un vrai plus. Alors, on peut difficilement dissocier cette métacognition, cette formation, cette sensibilisation à la métacognition avec la motivation. Parce que dans la motivation, il y a, mais est-ce que je suis dans la fenêtre de la difficulté désirable ? Est-ce que je suis dans ma zone proximale de développement, etc. Est-ce que ce qu'on me demande de faire correspond à ce que je suis capable de faire?
Et si on n'est pas dans cette fenêtre-là, il n'y a pas de motivation positive. Donc c'est un ajustement par rapport à ce qu'on appelle le défi désirable dans lequel on est tous placés lorsqu'on se décide à apprendre. Alors, la métacognition, j'ai simplement ciblé trois points, trois axes. Il y a où en suis-je par rapport aux connaissances que je possède et qui vont me permettre de comprendre, d'être actif, de réaliser des tâches, etc. Donc, quand on s'interroge sur sa métacognition, on s'interroge sur mais où j'en suis, avec quelle précision je sais les choses qui vont me permettre de comprendre, de produire, etc. Le deuxième grand axe, c'est mais quelle stratégie j'utilise pour apprendre? Quelle stratégie j'utilise pour préparer mon... Est-ce que je m'y retrouve là-dedans? Et enfin, le troisième axe, bien adapté. Est-ce que je m'y retrouve là-dedans? Et enfin, le troisième axe, c'est quels sont mes points forts sur lesquels je peux m'appuyer pour avancer et quels sont mes points faibles sur lesquels j'ai à revoir ma manière d'apprendre. Alors, il y a deux conclusions immédiates. La première, c'est que ça correspond à tous les élèves, comme je le disais, et jusqu'à la formation des adultes, où on ne se pose peut-être pas assez ces questions-là pour bien placer les apprenants au cœur de ce qu'ils ont besoin et envie de faire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que ça nécessite une double expertise. L'expertise de ce qu'on appelle la compétence métacognitive du jeune, de l'apprenant, et d'autre part, la compétence de l'accompagnateur pédagogique pour aider l'apprenant à avancer dans ce domaine-là. Et là, on est quand même, a priori, pas très très bon. Pour cet ensemble, cette montée en charge de la métacognition, ce qu'on pointe dans ce qu'on appelle maintenant la compétence métacognitive, c'est différentes techniques. Par exemple, savoir poser ce qu'on appelle des questions métacognitives. Lorsque j'ai une classe, un groupe d'élèves ou un élève en face de moi, pour arriver à l'éveiller et à le former sur cette analyse de sa cognition, quelles questions, comment je m'y prends? Voilà. Alors donc ça, c'est un champ d'expertise professionnelle qui est à développer. La deuxième, c'est qu'il existe des techniques ce qu'on appelle d'entretien métacognitif. Alors, je dis pas que l'élève va tous les 15 jours voir son prof mais on sent bien, et tous les pédagogues qui sont participants là aujourd'hui, ils savent bien qu'à un moment donné, il y a besoin de faire le point avec certains élèves par rapport au bilan, au conseil de classe, etc., dans l'année, des rencontres avec les parents, etc., etc. Il y a des opportunités pour sensibiliser les élèves à leurs conditions. Donc l'idée, c'est aussi très simple, c'est très concret, de leur fournir, alors, savoir conduire un entretien métacognitif, savoir poser des questions adaptées, mais leur fournir des outils tout simples, c'est-à-dire, est-ce que l'élève sait comment on prépare un contrôle? 10 jours avant, 4 jours avant, qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Comment je consolide mes savoirs pour le contrôle, etc. La fiche de l'attention, c'est un jeu de posture. Nous, on l'a mise en place. Elle va être disponible bientôt sur notre site. Toute simple, des points tout simples de vigilance. Et de temps en temps, on fait le point avec l'élève ou avec les élèves. Est-ce que vous avez fait attention à la manière de gérer vos distracteurs? Est-ce que vous savez vous concentrer 3-4 minutes sur une cible donnée? Des choses très simples qu'on peut mettre en place. Il y a aussi toutes les techniques de correction, c'est-à-dire qu'on a un système, nous, qui fonctionne souvent par je vous demande de préparer le contrôle, on fait le contrôle, je corrige le contrôle, je vous rends les copies, je fais la correction en classe et point barre. Donc il y a tout un jeu de techniques possibles de correction qui permettent de reprendre, de réimpliquer l'élève dans la correction. Souvent, ça se fait par îlot, des choses comme ça. Donc, il y a au niveau de la correction une activité métacognitive qui peut être vraiment très, très productive et qu'on ne développe actuellement pas beaucoup. Et puis, dans la métacognition, il y a également la sensibilisation, la formation aux techniques, par exemple, de mémorisation, de compréhension, etc.,
C'est pourquoi on a déjà développé un jeu de modules à cet effet pour les enseignants, mais on va y revenir. Donc c'est un champ important. Vous pouvez déjà rentrer dans cette Si, affaire-là. Denis? Si vous me Non. permettez, est-ce que justement avant de passer si on reste sur le champ de la métaconnexion, pardon, on a quelques réactions. Alors la première, c'est la métaconnexion passe-t-elle forcément par la formation des élèves à leur fonctionnement cognitif? C'est un premier point. Et puis ensuite, quand vous parlez d'entretien métacognitif, j'avais également, mais ça a été également posé par notre collègue d'Aix-Marseille Université, est-ce qu'on peut parler d'entretien réflexif? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait le lien entre entretien métacognitif et ces postures réflexives que l'on peut avoir dans la didactique professionnelle, par exemple? Mais absolument, mais absolument, on est complètement là-dedans. Euh, ce- euh, avec cette précision que la métacognition soulève les points, comment je vais dire, les points sensibles de l'apprenant sur comment j'apprends, la réaction, l'analyse, l'observation de comment j'apprends, qu'est-ce qui me manque pour apprendre, c'est quoi les petits points faibles, etc. Mais on est tout à fait dans la technique de la pratique réflexive. Et ça, enfin, si vous voulez, ça appelle un développement de compétences de la part des enseignants, parce qu'il y a de très nombreux enseignants qui sont tout à fait prêts à faire ça, qui ont une bienveillance naturelle qui est inscrite dans leur métier, mais qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et donc l'idée, c'est d'arriver à développer un peu techniquement cette métacognition pour fournir des outils, éveiller, former les enseignants à cela. Ai-je répondu un peu à la question? Oui, oui, c'est parfait. Et il y avait justement la première question qui portait sur la métacognition. Passe-t-elle forcément par la formation des élèves à leur fonctionnement cognitif? Mais absolument. Mais absolument. C'est-à-dire que il va falloir qu'on y vienne quand même. L'élève n'est pas une sorte de réceptacle à connaissance et n'est pas celui qui exécute forcément ce qu'on va lui demander de faire. Bien sûr qu'il y a cet invite de la part des enseignants, mais il y a cette prise de conscience que les enfants, et on le remarque très fort chez les petits, en classe primaire, ils adorent. Moi, je suis en train de faire une manip avec un jeune élève qui est en CP pour l'inviter à l'éveiller à la manière dont il réagit par rapport à ce qu'il fait à l'école. C'est génial parce que l'enfant, il adore faire ça. Mais ça lui manque. Il ne sait pas trop comment faire. Et donc, alors ça peut se faire à tous les niveaux, hein. Et j'ai été impliqué il y a quelque temps par les universités de Toulouse en management avec des groupes d'étudiants sur comment apprendre quand on est étudiant, etc. Et ils me disaient leur désarroi par rapport à leur manque de connaissances sur comment ils fonctionnent. Donc ça passe forcément par une formation des enfants, des élèves, des collégiens, etc. à leurs conditions. On ne peut pas y échapper. Il va falloir que ça vienne, cette affaire-là. Enfin, nous avons l'intuition que tout le monde va s'y retrouver. Très bien, merci. Je vous souhaite de poursuivre. Je vous propose de Oui. poursuivre. On est en fait au cœur d'apprendre à apprendre, hein. On est au cœur de cette compétence-là, voilà. Mais je vous Ouais. propose de poursuivre. Merci beaucoup. Voilà. Alors, ça c'est très ponctuel parce que dans les questions, il y a une question qui m'a un peu troublé. Alors, j'ai peut-être pas été assez clair la dernière fois. Euh, le concept d'intelligence multiple, c'est un neuromythe. C'est un neuromythe, c'est-à-dire que ça n'a jamais été prouvé. Si on relit les écrits d'Howard Gardner, qui a dit des choses d'une immense pertinence, parce que c'est quand même un très grand professionnel de la psychologie cognitive, on y trouve quand même euh, des, des éléments qui heurtent les spécialistes de la cognition, c'est-à-dire que notre cerveau n'est pas cloisonné euh, et qui permettrait de développer tel ou tel type des 8 ou 9 ou 10 intelligences qu'il énumère. C'est pas tout à fait comme ça que les choses fonctionnent, c'est-à-dire qu'en fait, on est plus dans la mise à disposition des fonctions exécutives qui permettent d'exécuter les tâches et qui permettent d'exécuter toutes les tâches, et d'autre part par l'organisation du cerveau
avec ces différents systèmes de mémoire et ces différents systèmes de mode de pensée, les systèmes 1, 2, 3 de Kahneman et d'Olivier Houdet. Donc on est plus là-dedans et qui permettent de réaliser toutes les tâches qui peuvent se décliner ensuite en spécialité. Alors, Gardner parle d'intelligence, etc. Vous savez peut-être que le terme intelligence est en train d'être remis en question. Je ne dis pas encore abandonné, mais un petit peu quand même. On parle plus maintenant de capacité cognitive, etc. Donc, on aurait un histogramme des fonctions exécutives, des outils qui sont les outils mémoriels dont nous disposons dans notre cortex et un peu à l'intérieur, etc. Et avec ça, on exécute des tâches. L'écueil de Gardner, c'est de catégoriser, et effectivement la question portait là-dessus, est-ce qu'on catégorise les élèves quand on parle d'intelligence multiple? Ben, hélas oui. Donc il ne s'agit pas de catégoriser. Alors l'idée, c'est aussi de ne pas abandonner complètement cette idée-là, mais simplement de dire, nous avons des propensions. On a des propensions à développer des compétences pour la nature, pour l'abstraction, pour tout un tas de choses comme ça. Et donc ça, on ne peut pas le nier. Donc autant de portes d'entrée positives, motivantes, etc. pour les enfants. Mais il s'agit bien d'un neuromythe qui est contraire au fonctionnement du cerveau. Voilà. Et donc ne pas confondre avec les propensions. Et par contre, ce qui a été bien souligné, c'est que comment ceux qui soutiennent la théorie des intelligences multiples peuvent à la limite faire des erreurs parce qu'on a besoin de développer toutes nos compétences cognitives. Alors, je parle, il y a eu aussi des questions sur la mise au calme, ce qu'on appelle le mindfulness, c'est-à-dire la méditation pleine conscience, tout ce qui est inspiré des techniques méditatives et de la sophrologie, etc. Alors, il faut être très clair, nous sommes très très favorables à cette affaire-là et c'est soutenu, confirmé par les spécialistes de l'attention. Tout en bas, là, j'ai indiqué très favorable et c'est vrai qu'on travaille avec le groupe de l'INSERM de Lyon piloté par Jean-Philippe Lachaud avec ses techniques Adol-Atol, mais pas que, c'est-à-dire le Lapsidé avec Arnaud Claquia travaille aussi sur ces thèmes-là. Donc l'idée, c'est d'apprendre à prendre le pilotage de son attention. Donc l'attention, vous savez peut-être qu'elle est intégrée maintenant dans ce qu'on appelle la mémoire de travail. Et donc la définition d'attention, c'est tout simplement avoir un focus qualitatif. Un focus qualitatif, c'est-à-dire qu'on exclut tout ce qui est hors de ce focus-là, on s'en départit, on se centre sur la tâche, on se centre sur l'idée, et d'autre part, il est quantitatif, c'est-à-dire qu'on peut se concentrer plus ou moins. Alors, la différence entre l'attention et la concentration, c'est que l'attention, c'est un concept très très général qui peut être activé soit pour des raisons endogènes, soi-même, on décide de faire attention, soit pour des raisons exogènes, tac, il y a un stimuli, il y a des stimuli extérieurs qui nous obligent à être attentifs, et tandis que la concentration, c'est un acte volontaire, c'est une sorte de partie de l'attention. Voilà, on demande aux élèves de se concentrer, on leur dit prends en charge ton attention pour ne pas te laisser distraire, etc. Donc l'attention, c'est ça. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ça se développe de façon décroissante avec l'âge. C'est-à-dire que ça se développe beaucoup quand on est tout petit, un peu plus grand, jusqu'à l'âge adulte, et après c'est très compliqué. Donc on ne doit pas rater, je l'avais peut-être dit la dernière fois, on ne doit pas rater ce rendez-vous du développement de l'attention durant l'âge scolaire et étudiant. Parce que l'attention, c'est peut-être une des qualités majeures de la vie. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait important. En particulier, on a découvert on a mis en évidence le fait que les qualités attentionnelles, c'est peut-être le paramètre majeur de la mémorisation. La mémoire est très très liée aux qualités attentionnelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, être attentif, ça veut dire arriver à se départir donc des distracteurs internes et externes. Un distracteur interne, c'est une pensée vagabonde, c'est une obsession, c'est quelque chose qui nous a émotivement marqué le matin, la veille, etc., et qui nous empêche de nous fixer sur la tâche.
eh bien, il y a un apprentissage à la gestion des distracteurs. Donc, ce sont des processus qui sont naturels, qui sont faits pour nous sécuriser, etc., mais qui ont une part un petit peu d'envahissement. Voilà, on n'arrive pas à se concentrer sur une tâche parce qu'on est préoccupé par d'autres. Eh bien, la gestion des distracteurs, ça se développe, ça s'apprend. Ça s'apprend par des entraînements très réguliers, très nombreux, dans la famille, dans l'environnement et beaucoup à l'école, bien entendu. Et les distracteurs externes, eh bien voilà, c'est la mouche qui passe, c'est la personne qui parle, c'est le camarade qui fait tomber quelque chose ou qui ricane, enfin c'est toutes ces choses-là. Et donc développer les capacités attentionnelles, c'est arriver à, à maîtriser tout cela. Alors, quand on arrive sur Terre, on a tout le matériel cognitif nécessaire, mais il est à l'état d'ébauche, donc il est à construire. C'est un devoir. C'est pas un accessoire dans la vie scolaire, etc. C'est une nécessité. On doit développer l'attention. C'est une de nos missions majeures. Alors, c'est marqué nulle part dans les référentiels de programme. Donc, c'est à nous à l'introduire. Beaucoup d'enseignants le font déjà un petit peu comme ça, de façon clairsemée ou au détour de situation. Mais l'idée, c'est d'en faire un défi, c'est d'en faire un objectif de développement à travers une multitude d'activités. Donc, par maints exercices pédagogiques qu'on peut trouver dans toutes les disciplines. L'EPS est une discipline vraiment de choix pour cela, parce que c'est une relation entre le corps et le mental, etc. Donc, il y a dans la transmission des consignes, il y a dans le respect de la qualité du geste, etc. Enfin, voilà, tout ce que les enseignants de PS savent pour les jeux collectifs, etc., etc. Mais il y en a évidemment dans toutes les disciplines. Donc, l'idée, c'est d'attirer l'attention des élèves sur leur attention. Fais attention à ton attention, comme dit Jean-Philippe Laffont. Donc, leur apprendre à cela et chaque fois arriver à consolider, renforcer, développer cette capacité. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de devenir des moines tibétains, etc., mais il s'agit quand même de s'exercer parce que nous n'avons pas à rater ce rendez-vous. Toutes les études psychologiques sur les défauts d'attention qui conduisent à des accidents, des incidents, des dérives sociales, etc., démontrent qu'une fois à l'âge adulte, on ne peut quasiment plus revenir sur la construction de l'attention. Donc c'est vraiment un axe majeur. Alors le calme des esprits, dont nous donnons un déroulé type très simple, ça dure 3 minutes en début du cours ou de temps en temps dans la journée, etc. Il est disponible sur notre site, mais il peut se décliner de multiples manières. Il y a chez les enseignants, moi je le rencontre très souvent, des gens qui sont experts là-dedans, qui font un peu de sophrologie, qui font un peu de méditation, qui font un peu de yoga, qui savent faire des choses comme ça. Donc c'est à eux à peut-être d'essayer de diffuser, de montrer, de faire participer, etc., les adultes pour leur montrer comment on peut faire, que c'est possible, que c'est nécessaire et que le prof, il peut remettre une classe au calme à 16 heures, au retour de la récréation, à un moment où l'attention est débridée, etc. On peut le faire, c'est très facile à faire, il suffit de se lancer. Moi, je pratique maintenant régulièrement la mise au calme dans les formations d'adultes, des gens de 25 à 60 ans. Eh bien, et c'est considérable la remise au calme, la remise sur la centration vers une cible, etc. J'ai eu l'occasion récemment à Versailles de faire un exercice de mise au calme avec 600 personnes en même temps dans un grand amphi. C'était absolument génial et les gens étaient tout à fait contents. On peut le faire et on doit le faire. Voilà ce que je voulais dire sur la mise au calme. Donc c'est complètement dans le droit fil du pilotage de la cognition. Alors, sur la mémoire de travail et la mémoire à long terme, il y a eu la question, mais je ne l'aborderai pas aujourd'hui, parce que c'est une question très ample. Il y a donc une nouvelle conception de la mémoire de travail, c'est une fonction exécutive. Et à l'intérieur de la mémoire de travail, on a des populations de neurones qui sont faites, qui sont prêtes à être développées pour percevoir, filtrer, traiter les informations, pour développer l'attention et pour articuler ce traitement provisoire, éphémère
est limité quantitativement, comme vous le savez sans doute, avec les mémoires à long terme. Avec la mémoire à long terme des connaissances déclaratives, la mémoire sémantique sur nos connaissances, nos références, etc. Mais sur la mémoire à très long terme, c'est-à-dire la fameuse mémoire procédurale dans laquelle on installe le maximum d'automatisme qui va nous permettre de délivrer la mémoire de travail et lui permettre de mieux réfléchir. Donc vous voyez que la mémoire de travail inclut énormément de choses. Elle inclut la mémorisation, la compréhension, l'attention, et elle est dans la chaîne des mémoires, c'est-à-dire je perçois, je traite en mémoire de travail, je déporte en mémoire à long terme, je déporte en mémoire procédurale, et c'est cet ensemble des mémoires qui permettent à l'individu de construire et d'ajuster ses modèles mentaux. Et finalement, en ajustant les modèles mentaux, on apprend. C'est pourquoi je vous disais en entrée de jeu qu'on peut carrément assimiler l'apprentissage, le fait d'apprendre, c'est quasiment synonyme de mémoriser, de gestion des mémoires. C'est quasiment équivalent. C'est pour cela que dans les Coniclass, la plupart des équipes pédagogiques prennent comme premier axe la mémoire, parce qu'ils sentent bien que là, on tient à quelque chose qui est relié à tout le reste. Voilà. Alors, dans la mémoire de travail, il y a ces fameux 3 systèmes de la pensée, et je viens de les évoquer, c'est-à-dire le système rationnel, que Kahneman, prix Nobel pour ce thème-là, a appelé le système algorithmique, le système je réfléchis, je pense, j'ordonne, je construis mes raisonnements, etc. Le système automatique, on a besoin d'automatisme pour se libérer, la mémoire de travail et mieux réfléchir, c'est le système 1. Et puis le fameux système intermédiaire qui permet d'équilibrer le fonctionnement des deux, c'est ce que Olivier Houdet appelle le système de l'inhibition, c'est-à-dire comment je fais attention à ne pas avoir trop d'automatisme, à bien penser rationnellement, mais il faut que je fasse confiance à mes automatismes pour pouvoir penser et agir efficacement. Voilà. Alors c'est pour ça que je n'en dirai pas plus parce que j'ai dit à la fin de façon un petit peu humoristique, on pourrait en faire le thème d'un webinaire et d'ailleurs c'est le thème de l'ouvrage que nous allons publier dans quelques semaines sur la mémorisation des collégiens. Voilà, donc moi j'ai terminé ce que je voulais dire et je vous ai mis au-dessus mon contact, c'est-à-dire n'hésitez pas, je prends toujours plusieurs heures par jour pour répondre à toutes les questions individuelles, contact@science-cognitive.fr et je vous répondrai, c'est sûr. Donc nous avons un site internet, vous pouvez y aller sans vergogne et je vous disais tout à l'heure qu'il est en restructuration. On a un Facebook qui s'appelle Apprendre et former avec les sciences cognitives. Il y a un petit droit d'entrée, c'est-à-dire qu'il faut dire un peu qui on est, ce qu'on a envie de faire, parce que nous filtrons pour avoir des collègues impliqués et de ne pas utiliser le Facebook comme une plateforme qui parle dans tous les sens. Et puis, effectivement, voilà. Alors, merci Denis, s'il y a quelques questions auxquelles je peux répondre. Oui, merci beaucoup, Monsieur Berthier. On s'approche de la fin. Si on veut respecter l'horaire, on a commencé à 35. Oui, il y a plusieurs questions, effectivement. Vous avez parlé, la dernière fois également, vous avez parlé de classe renversée, vous avez parlé de renversion pédagogique. Moi, j'aurais bien souhaité que vous développiez effectivement votre conception de cette renversion pédagogique, s'il vous plaît. Oui. D'abord, je vais vous raconter l'historique. Marcel Lebrun, qui est le grand expert en classe inversée, a dit des choses tout à fait pertinentes et fertiles, mais les collègues qui sont sur le terrain, et j'ai eu une remarque très très intéressante d'une collègue, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, qui dit que quand on aborde tous ces thèmes de sciences cognitives, on parle de classe parfaite, tout va bien dans le meilleur des mondes, etc. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler justement sur ces particularités. Et Marcel Lebrun avait comme disciple, en quelque sorte, quelqu'un qui est devenu connu pour avoir développé les classes renversées en milieu universitaire.
Il est prof de biologie cellulaire à l'université de médecine de Lille et il en avait assez d'avoir 700 étudiants le premier jour et 70 au bout d'un mois. Et il s'est dit, la formation universitaire, ça ne va pas. Donc, il a imaginé que les étudiants se mettraient par petits groupes. Ils forment des sortes de cellules autonomes dans lesquelles ils réinventent, enfin, ils retrouvent, ils reconstruisent le cours du prof. Le prof dit, voilà, nous allons étudier aujourd'hui les mécanismes de telle enzyme, etc. Mais on peut tout à fait le faire en milieu lycéen. On va étudier le système solaire, les systèmes solaires et non pas scolaires, solaires en seconde, ou on peut le faire en collège, ou on peut même le faire chez les petits. On leur donne des éléments et ils construisent ensemble le cours. Voilà. Et donc, ils utilisent ces documents et il y a entre eux un travail collaboratif, donc ça permet de développer les compétences collaboratives. Et ensuite, l'enseignant, il joue le rôle d'accompagnateur, il tourne autour, il guide, il aide, etc. Et à la fin, le petit groupe qui a travaillé donne sa production, qui est écoutée par les autres, etc. Et donc, c'est une formation qui se rapproche assez de ce qui est attendu dans le monde professionnel. C'est une formation à l'autonomie, au travail en groupe, à la différenciation. Chacun a son rôle à l'intérieur, donc il y a des fiches de route, des feuilles de route, et donc c'est ça l'esprit. Alors on a développé des expérimentations, en particulier je pense à 2 lycées parisiens, où la collègue de SVT, elle fait pas ça tout le temps, elle le fait une fois par trimestre pendant 2 séances. Et donc on développe cette technique-là. Et on s'aperçoit assez vite qu'on peut tout à fait dupliquer, toutes choses égales par ailleurs, ce type de pédagogie au collège ou même chez les petits. C'est ça le principe de la classe renversée. Il n'y a pas de préparation en amont. Il peut y en avoir, mais c'est pas le travail de production, acquisition, etc. à la maison qui très souvent n'est pas fait dans certaines zones qu'on connaît bien. C'est pas ça. C'est on place tous les apprenants sur la même ligne de départ au début de la séance. On leur donne de quoi faire. On leur explique. Alors ça s'apprend. On développe les compétences collaboratives. Ça s'apprend. Et ça, c'est toute la subtilité pédagogique de l'enseignant. Oui, Anne de Mester rajoutait le fait que l'approche par problème finalement est souvent utilisée dans le cadre de ces classes renversées. Il semble que certains ne voient pas encore la différence entre inversé et renversé. Inversé, on est bien effectivement sur une comment dire sur des tâches que l'on demande en fait aux apprenants de réaliser par eux-mêmes avant la classe. Oui, voilà, c'est Ce ça. que vous disiez de différent par rapport à la renversée. Voilà, l'inversion consiste à faire une partie de l'appropriation chez soi de façon individuelle, avec évidemment des outils guidés, des ressources, tout ça est très très subtil. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que dans les zones difficiles, si vous voulez, où les collégiens, par exemple, n'ont pas trop l'habitude d'ouvrir leur cartable en rentrant à la maison, en fait, ils chantent cette affaire-là, et finalement, la difficulté est encore plus grande lorsqu'ils reviennent en classe. C'est beaucoup plus compliqué à gérer pour l'enseignant. Donc l'inversion, c'est je produis, j'invente, je réfléchis à la maison et on prête ce qui n'a pas été fait, etc. Bon, vous savez bien cela. La classe renversée, c'est pas tout à fait ça. C'est l'élève arrive sur le site. Alors, il a pu y avoir en amont un petit peu de comment je veux dire, de travail sur les prérequis, mais modestement, etc., histoire d'éviter qu'il y ait un gouffre entre les élèves. Et l'essentiel du travail se fait pendant la classe. Denis? Très bien. Certains parlent effectivement. Oui, vous m'entendez? Oui, Allô? oui, très bien. Oui. Certains parlent de classe mutuelle. On est effectivement. D'accord. Certains font référence à la classe mutuelle. C'est les pratiques collaboratives qui sont au cœur finalement de ces classes renversées, mais également de ces classes inversées. Et la classe mutuelle, c'est ça, c'est développer le travail collaboratif entre les apprenants et développer des apprentissages collaboratifs. En tout cas, le levier motivationnel est considérable.
Et ce que Jean-Charles Caillez, qui a donc initié ça depuis une dizaine d'années à Lille, dit, c'est-à-dire que les étudiants ne quittent plus le cours, ils viennent et ils s'aperçoivent que finalement, un, ça les intéresse, deux, ils sont capables et au niveau de la métacognition, c'est génial, parce qu'ils prennent vraiment conscience de leurs points faibles, leurs points forts, etc. Ça a beaucoup de vertus et je pense que ça mériterait d'être expérimenté beaucoup plus dans le monde secondaire. Très bien. Vous n'avez pas forcément évoqué les compétences psychosociales qui étaient également au cœur de la première session, effectivement. Le fait qui sont très recherchées aujourd'hui et souvent ce sont des compétences qui sont parfois pas au cœur finalement de nos référentiels de formation. Vous nous confirmez bien finalement que cette approche par les sciences cognitives développe également des compétences psychosociales clés. Alors, c'est un des objectifs collatéraux de l'apport des sciences cognitives. Les compétences psychologiques, psychosociales ne sont pas au cœur de la théorie des sciences cognitives, mais elles sont indéniablement reliées. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée de mettre en place tous ces apports à travers les grands axes qu'on a cités tout à l'heure, se font de façon particulièrement efficace à travers des activités à compétences collaboratives. Et on sait bien que dans l'ensemble des pays de l'OCDE, au niveau des compétences collaboratives, on est, je crois, à l'avant-dernière place. Nous ne savons pas former les élèves qui deviennent étudiants, des étudiants qui deviennent des professionnels, etc. On ne s'est pas vraiment formé à la communication, à l'explicitation, à la synthèse, à l'écoute de l'autre, etc. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser comme point d'appui ces connaissances sur la cognition et de les mettre en œuvre avec des techniques qui éveillent aux compétences enfin de travail collaboratif. Je préfère, moi, parler de travail collaboratif. Par exemple, les îlots, alors on sait que les îlots, ce ne sont pas des groupes, on sait que les îlots peuvent être construits soit de manière homogène, soit de manière hétérogène. En général, c'est les deux au cours d'une même grande séance. On sait qu'un îlot, c'est une succession de phases individuelles et collaboratives et individuelles. C'est une science, les îlots. Eh bien, les îlots, à travers leur travail de groupe et à travers l'attribution de rôles à l'intérieur, favorisent considérablement les compétences collaboratives. C'est en cela où, en tout cas dans nos pistes pédagogiques, on favorise par exemple les îlots. Mais il y en a d'autres, il peut y en avoir d'autres. Le tutorat élève, les élèves qui, à trois ou quatre, prêtent une partie du cours à la place du prof, la classe renversée, c'en est un magnifique exemple, etc., etc. Et là, je pense qu'on a vraiment du chemin à faire pour développer ces compétences en milieu scolaire qui est trop collectif, qui est trop transmissif. Moi, je suis toujours étonné quand j'interviens en établissement et en regardant à travers les vitres qu'il y a toujours entre le couloir et la salle de classe, le fonctionnement est quasiment toujours statique, tous les élèves inscrits sur des tables, etc. Même si beaucoup d'enseignants disent je fais du travail en îlot, en fait, dans la réalité, ils n'en font pas autant que cela. Or, on sait maintenant qu'il y a des effets, il y a des retombées extrêmement positives. Et au niveau motivationnel, c'est considérable. Mais c'est toute une science. Très bien. Enfin, moi, ce que je vois, je regarde Denis, l'heure également. Moi, je retiens ce que vous dites coucou. effectivement. C'est trop scolaire, c'est trop transmissif. Alors, je suis certain que pour beaucoup de participants, ils ne partagent pas forcément cet avis parce que ce sont effectivement souvent des personnes qui essayent d'innover, qui essayent d'impulser de nouvelles pratiques. Mais le constat est effectivement que l'on a à changer fondamentalement nos pratiques et réellement les transformer. Et c'est vrai que ce que vous
vous nous apportez doit nous pousser effectivement à reconsidérer totalement notre approche, à la fois individuellement certes, mais encore plus collectivement, et c'est l'équipe pédagogique effectivement qui est au cœur finalement de ce changement, et la place des chefs d'établissement, bien entendu, est essentielle, et je sais que vous partagez ce point. Alors moi je suis un peu peiné effectivement, mais on va respecter l'horaire, donc on va s'approcher de la fin. À la fois, bien entendu, des contenus et encore d'autres questions. Moi, ce que je retiens effectivement, c'est que la richesse en fait du site que vous êtes en train de rénover, et notamment l'ensemble des fiches qui vont sans doute fournir beaucoup de réponses à nos questions. Après, et je vous laisserai bien entendu le dernier mot de la fin, vous nous avez lancé une perche, monsieur Berthier. Vous nous avez parlé d'un prochain webinaire sur les mémoires, et je sais que d'emblée, certains d'entre nous ont entendu effectivement cette proposition. Ils l'ont déjà applaudi. Maintenant, j'ai bien compris également que c'était en lien avec une prochaine publication. Alors, je ne sais pas si vous retiendrez cette idée, si vous en ferez l'honneur. Maintenant, voilà, on peut le programmer éventuellement. Dans tous les cas, sachez que nous serons attentifs à votre proposition. Merci, je vous laisse le mot de la fin. Je remercie vraiment tous les participants. On essaiera effectivement, nous, de notre côté, dans tous les cas, c'est un élément important, on aimerait embarquer avec nous dans le cadre de ce campus, et réellement, pour en faire réellement un campus apprenant. Alors c'est peut-être à la mode, mais on y croit beaucoup. On aimerait embarquer avec nous pas mal d'établissements pour justement les faire changer d'échelle et transformer réellement les pratiques au cœur de la classe. Donc on reviendra sans doute vers vous. J'espère pouvoir compter sur l'ensemble de la communauté des sciences cognitives, et notamment Isabelle Ross, bien entendu, l'ensemble de ses collègues, mais Monsieur Berthier. Merci beaucoup, Monsieur Berthier. Je vous laisse le mot de la fin, et je remercie également Bruno Roman pour son aide. Voilà. Alors, infini remerciement à vous, Denis, et à Bruno Bézieux. Je voudrais dire 3 choses. La première, sur la mémoire, c'est avec un grand plaisir que je pourrais conduire un webinaire, parce que une grande partie de notre activité, et nous en sommes un peu des spécialistes, c'est la mémorisation. Bon, j'interviens à l'Université Paris-Descartes en psychologie cognitive sur ce thème-là, donc c'est vraiment avec grand plaisir que je pourrais y participer. La deuxième chose, c'est bien entendu collaboration avec vous. Oui, nous avons quelques pôles phares, et dont Aix-Marseille en est un, donc j'adhère totalement. La troisième chose, c'est que une de nos difficultés, si je puis dire, c'est que quand je m'adresse à des gens comme ce soir, je m'adresse à des gens convaincus, innovants. En fait, vous êtes un peu, je ne veux pas vous flatter trop, vous êtes un peu le sel de la pédagogie. Donc, la plupart des choses que nous exposons, vous les savez. Mais il y a un gouffre entre tout cela, si vous voulez, et un très très grand. Donc, l'idée, c'est que vous soyez aussi des relais de ça, des porteurs de tout cela, des porteurs de tout cela. Donc, j'ai bien conscience, je relativise vos remarques, et j'ai bien conscience que vous êtes des relais potentiels de tout cela. Je vous remercie infiniment pour votre participation, et prenez grand soin de vous. Nous traversons une époque un petit peu dangereuse pour soi et puis pour les autres. Je vous souhaite bonne soirée, et encore merci à tous. Au revoir.